Bonsoir à tous. Bon, alors, on va procéder en deux temps. Moi, avant de passer la parole à Isabelle, je vais faire un petit préambule, en fait, qui va introduire l'école de Palo Alto. Et Isabelle exemplifiera, en fait, cette théorie qui a été élaborée dans cette école de Palo Alto. Palo Alto, c'est une ville en Californie, hein, donc c'est pas un auteur. Et donc, cette école, elle a développé dans son laboratoire aux États-Unis un modèle théorique nouveau dans les années 1950. Alors, celui qui est à l'origine, c'est Batson. Il est à l'origine de son orientation première et fondamentale. Quelle est cette origine? Il travaille sur le contexte relationnel du comportement, en s'inspirant en partie de l'anthropologie. C'est-à-dire l'anthropologue, il ne va pas partir de ses idées à lui, il va voir comment fonctionne une culture. Voilà. Et en fait, ils vont essayer d'appliquer cette méthode de l'anthropologie à l'étude des malades. Donc, il s'agit de voir à quelle situation le malade s'est adapté. Par exemple, un comportement qui semble nuisible peut être, dans une situation donnée, un comportement en fait adapté. Il peut être le meilleur comportement, même s'il n'apparaît pas comme cela au premier abord. Et l'attention de Batson va se porter sur les systèmes relationnels que forment les familles ou les couples. Et avec son collègue Jackson, il est à l'origine de la théorie qu'on appelle la théorie du double bind, double contrainte. Je vais préciser un petit peu ça, on va pouvoir en parler. Alors, 3 points. Je vais commencer par un point que j'intitule Les monades et la science pragmatique des relations. Alors, pourquoi les monades d'un côté et de l'autre côté la science pragmatique des relations? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui tranche dans l'école de Palo Alto par rapport à toutes les thérapies traditionnelles, c'est une façon d'aborder les problèmes existentiels. Alors, dans les thérapies traditionnelles, y compris souvent dans la psychanalyse, on considère l'individu de façon monadique. Pour aller vite, hein, c'est-à-dire comme une entité isolée, hein, ou qu'il faut isoler pour bien l'étudier. Hein. Le malade, c'est un individu dont il faudrait creuser la profondeur pour pouvoir le soigner. L'école de Palo Alto prend le contre-pied de cette conception du malade. D'ailleurs, ce malade n'est plus tout à fait un malade parce que s'il n'y a que des relations, il n'y a plus que des relations, il n'y a pas d'un côté un malade, de l'autre côté un bien portant, enfin d'un côté un homme sain et de l'autre côté un fou, il n'y a plus un malade et un bien portant puisqu'il y a des relations. Donc, le patient n'est pas une monade sans porte ni fenêtre, il n'est pas la pièce isolée d'un puzzle, mais il est toujours pris dans un réseau communicationnel, interactionnel, de sorte qu'on pourrait le soigner qu'en le considérant comme l'élément d'un système. Donc, ça, c'est une grande différence qu'a apporté l'école de Palo Alto. L'autre grande différence entre l'école de Palo Alto et les approches traditionnelles, qui découle de la première en un sens, tient la question qui tient au fil rouge, qui sert de fil rouge au thérapeute, à savoir la question classique dans les thérapies traditionnelles, c'est pourquoi. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il est comme ça? Cette question est écartée au profit d'une interrogation sur le quoi, sur le que se passe-t-il. Non pas dans le passé, non pas qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais que se passe-t-il ici et maintenant, au présent. Donc il ne s'agit plus de chercher les causes des souffrances du malade en procédant à une enquête indéfinie de son passé. Alors, pourquoi il ne s'agit plus de faire ça? Parce que ça sert, en gros, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en procédant ainsi, on présuppose, alors ça ne sert à rien, et en plus, on présuppose que la prise de conscience ou le comprendre est un instrument de guérison, alors que rien ne prouve ce postulat bien présomptueux pour les adeptes de l'école de Palo Alto. On suit traditionnellement un schéma causal linéaire, trop simplificateur par rapport à la complexité qu'il s'agit de démêler. Donc, on présuppose que le comprendre est un instrument de guérison, alors que rien ne prouve ce postulat bien présomptueux. On suit également un schéma causal linéaire, trop simplificateur par rapport à la complexité qu'il s'agit de démêler, schéma qu'il faut donc abandonner au profit d'un autre qui met en évidence une circularité. Circularité parce qu'il y a des effets sur les causes. Donc, on voit ici en quoi ces deux caractères de l'école de Palo Alto sont liés. C'est justement parce qu'on a une conception monadique de l'individu qu'on est conduit à suivre une causalité linéaire en fouillant son passé.
Hein, dès lors on inscrit l'individu dans un système relationnel plus large, on va être conduit à rompre avec la linéarité causale. On va voir apparaître des mécanismes répétitifs au sein de relations complexes, et ce sont ces mécanismes qu'il va falloir désamorcer. Voilà, donc encore une fois, la question centrale est qu'est-ce qui se passe? Et donc, cette question nous oriente vers l'entourage familial en vue de désarticuler les jeux infinis, parce que les jeux sont toujours les mêmes, qui se sont tramés. Mon deuxième point, c'est le double bind et l'intention paradoxale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par double bind, double contrainte? Alors, l'expression est employée à la fois pour la maladie et pour le traitement. En fait, la double contrainte sera utilisée comme traitement pour remédier à une situation déjà paradoxale. Alors, qu'est-ce que c'est une situation paradoxale? Bon, l'exemple paradigmatique, c'est soit spontané. Soit spontané. Autre exemple, un fils dit à sa mère « Tu me traites comme un enfant » et la mère répond à son fils « Mais tu es mon enfant ». Voilà. Donc en fait, elle répond, voilà, elle esquive la question. Alors les situations les plus fréquentes que l'on trouve, c'est souvent celles de parents qui transmettent à leurs enfants des messages contradictoires. Par exemple, un garçon, on va l'inciter à être honnête tout en se disant « Ça serait bien qu'il soit un petit peu magouilleur ». Bon. À une fille, on va la prévenir des dangers que peuvent lui apporter les garçons tout en voulant qu'elle leur plaise. Donc en fait, on va voilà, avoir des injonctions contradictoires à destination de l'enfant. Alors, et qui va justement ensuite poser problème. Alors, le moyen thérapeutique, c'est lequel? Eh bien, le moyen thérapeutique, c'est de prescrire au malade d'adopter l'attitude qui est chez lui symptomatique, qui est le syndrome. Voilà. Alors, on va répéter, en fait, cette injonction contradictoire. On va prescrire, pour dire les choses très simplement, par exemple, si un couple se dispute, on va lui dire de se disputer tous les jours à 8 heures, à 20 heures. Et donc, en fait, du coup, ça va devenir une prescription de telle sorte qu'il va abandonner parce que, justement, ça sera prescrit. Alors, je vous lis un petit passage dans Václavic, donc Les cheveux du baron de Munchausen. Le baron de Munchausen qui se tire lui-même par les cheveux quand il est coulé avec son cheval. Alors, c'est page 38. Une fois de plus, ce sont les paradoxes qui constituent les exemples les plus éclairants parmi beaucoup d'autres types d'interventions possibles. Nous ne connaissons pas d'intervention plus efficace. De par leur structure, ils constituent des images en miroir des doubles contraintes. Car la double contrainte thérapeutique consiste fondamentalement en ceci que l'on prescrit au patient d'adopter précisément le comportement qu'il désire voir changer. Voilà. Donc c'est pourquoi il y a une double contrainte aussi dans le traitement. On va avoir différentes techniques de cette double contrainte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la voie thérapeutique, elle s'appuie sur la structure du trouble initial, une contradiction, un choix impossible, et elle élabore un mode de traitement adapté à ce trouble. Alors, cette pratique, elle est appelée parfois intention paradoxale. Jackson, lui, un autre, l'appelle répétition de la psychose. Donc, on prescrit au patient d'adopter le comportement qu'il désire voir changer. Donc, il crée ce qui est déjà vécu, une situation paradoxale, puisque le patient est invité à agir sur commande, et donc, du coup, ça désamorce quelque chose. Et donc, ça, Isabelle nous présentera des cas cliniques de cette pratique qui illustreront mieux que je ne le fais mon propos. Je terminerai brièvement par un troisième point sur l'extériorité, pour souligner que ce qui est décisif dans la réussite du traitement, c'est l'élaboration d'une extériorité. Je vais préciser. En effet, les situations pathologiques ont ceci de particulier qu'elles forment des cercles, bien entendu vicieux, que les individus alimentent sans pouvoir en sortir, de sorte que tous sont piégés à l'intérieur du cercle. Il faudrait qu'ils puissent sortir du cercle pour le regarder de l'extérieur, c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc la solution doit venir d'un élément extérieur qui va venir modifier les règles d'un jeu répétitif et nocif. Donc dans l'idéal, il faudrait que les participants sortent du cercle pour parvenir à le regarder de l'extérieur, mais tel est précisément ce qu'ils ne parviennent pas à faire, du fait du nombre. Alors du fait de quoi? Eh bien, du nombre limité de règles dans leur jeu. Ils ont un jeu avec des règles assez limitées, mais qui sont aussi assez rigides. Voilà.
contraire, dans les situations saines et porteuses, les règles sont plus nombreuses et plus souples. Au point que les règles, dans les situations saines, elles peuvent créer des méta-règles, elles peuvent sortir du jeu, créer un nouveau jeu beaucoup plus facilement. Alors voilà, donc changer de jeu, tel est le travail que les thérapeutes de l'école de Palo Alto se sont efforcés de faire avec leurs patients. Donc il ne s'agit donc pas de comprendre ou d'interpréter, hein, encore une fois, il faut agir pour changer les règles du jeu et donc ainsi changer de jeu. Avant de laisser la parole à Isabelle et pour conclure, il m'importe de souligner ici les limites auxquelles se sont parfois heurtées ces pratiques qui sont au nombre de 2. Première limite, la communication non verbale nous empêche de tout maîtriser dans une situation complexe et toute relation humaine est un phénomène complexe. Deuxième limite, on n'a pas de langage pour exprimer et décrire des phénomènes métacommunicationnels. Tout ce qui est métacommunicationnel échappe au langage. On a un seul langage pour le communicationnel et le métacommunicationnel. Et donc, en fait, ça fait que parfois, on se heurte à des difficultés, voire des impasses. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation de l'école de Palo Alto. Je laisse à Isabelle le soin de compléter cette brève présentation par son savoir de psychologue expérimenté, puisque ça fait 25 ans que Isabelle est psychologue. Donc elle va se présenter et vous donner aussi exemplifier un peu mon propos. Voilà. Je remercie d'abord Eva Liévin ainsi que l'ensemble de la chaire de philosophie pour son accueil, pour sa demande concernant mon intervention. Et je me présente rapidement. Je suis psychologue clinicienne, psychanalyste. J'exerce effectivement en psychiatrie depuis 25 ans. J'ai un début de carrière dans le champ de l'enfance et de la périnatalité. Que vous dire, je suis formée au psychodrame depuis longtemps aussi. J'en dirige un sur le secteur sur lequel j'exerce. Formée aussi à l'autisme, formée à un certain nombre de choses dont il sera peut-être question dans cette intervention. Je voudrais repréciser un titre complémentaire concernant mon intervention qui pourrait être « De quel lieu se joue le travail clinique en psychiatrie, mais pas seulement, lorsque la paradoxalité est au rendez-vous ». Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Il faut que je parle plus fort ou... Bon, d'accord. Je commencerai d'emblée par présenter 2 situations cliniques qui nous permettront de découvrir l'importance de l'interdépendance groupale, ou plutôt de l'imprégnation groupale. Le premier cas clinique fera ressortir l'incohérent dans un climat groupal familial. Le second cas clinique témoignera d'un agir dépourvu de pensée, issu d'un unisson relationnel pathogène. J'aborderai ensuite les particularités des fonctionnements groupaux à processus psychotiques à partir des découvertes de l'école de Palo Alto, puis différentes formes de groupalité en psychiatrie. J'élargirai ensuite mon propos à la groupalité de vie dans les milieux contraints, le travail, la famille, etc., dès lors que la paradoxalité est présente. J'attirerai l'attention sur ce qui stabilise le sol existentiel groupal dans ce cas. Puis, j'aborderai la trajectoire existentielle des destinataires de ce fonctionnement paradoxal en question. Enfin, je parlerai de ce qui m'a conduit à introduire un abord phénoménologique dans mon appréhension clinique. Voici le premier cas clinique. Il s'agit d'une situation de consultation en pédopsychiatrie. Nous sommes dans un centre médico-psychologique infantile. Un enfant de 3-4 ans est reçu avec sa famille dans le cadre d'une demande de soins pour lui-même. Il présente des terreurs nocturnes et divers symptômes hors cadre familial. Lors de consultations de pédopsychiatrie, j'insiste sur le fait que nous parlons toujours d'abord avec l'enfant et sa famille de son milieu de vie au présent en premier. Cela renseigne quant au climat de vie dans lequel l'enfant est plongé et doit se développer, comme l'a si bien souligné Winnicott. Là aussi où il doit faire l'expérience de son se sentir et se singulariser dans la groupalité.
J'aborde la description de l'organisation des pièces du logement, de leur répartition, le déroulement d'une journée, donc le présent. À cela s'ajoute ensuite l'histoire des troubles, l'histoire de vie de l'enfant depuis sa naissance, la mention des événements interruptifs dans la vie familiale, etc. Dans le cas présent, ce qui apparaît assez rapidement est une incohérence dans l'organisation d'accueil d'animaux dans le jardin, une mise en danger d'animaux familiers qui sont placés sans protection suffisante auprès d'animaux qui sont leurs prédateurs, et ceci sans que cela fasse sens dans l'esprit du parent accompagnateur de l'enfant. On pense alors aux peurs que l'enfant peut vivre en permanence. Les enfants s'identifient très vite aux animaux qui vivent avec eux. On émet en soi une hypothèse de lien entre les symptômes de l'enfant et la situation, et cette résonance pensante, en présence de l'enfant, peut déjà l'aider à se penser. Dans ce type de situation, l'énonciation parentale, ici relativement lisse, ne laisse pas entendre la compréhension du danger sous-jacent, non pas volontairement bien sûr, mais parce que cela ne fait pas sens automatiquement, que la mise en sens est rendue compliquée pour l'adulte, et ce, pour des raisons autres que celles liées à d'éventuelles défaillances intellectuelles. Dans le cas de cet enfant, le milieu de vie dans lequel il est plongé crée pour lui une obligation de traiter avec ses moyens propres une inconséquence qui n'est pas qualifiée comme telle, car pas qualifiable par les adultes qui l'entourent. L'expérience de base du « si je fais ceci, cela a pour conséquence cela » que l'on apprend dans la sphère familiale est mise à mal. Ce comportement incohérent est lui-même pris dans un système désorganisateur à sa source, qui maintient le confusionné confusionnant en chacun, et c'est cela qui construit l'inconséquence du milieu de vie quotidien. Que fait-on avec ce type de situation ? Ainsi s'ouvre l'intérêt d'un travail au sein d'une institution. Deux cas de figure se présentent. Soit le fait de proposer des prises en charge distinctes pour l'enfant ou chacun des enfants et un suivi régulier de consultation avec les parents permet une meilleure compréhension par les parents de la situation vécue par l'enfant et, de manière concomitante, permet à l'enfant l'expérience de la prise en compte de sa singularité. Dans ce cas, l'amélioration de l'état de l'enfant rejoint une amélioration de la vie familiale dans son ensemble. Soit, second cas de figure, l'évolution du ou des enfants pris en charge déclenche le déséquilibre d'une organisation familiale basée sur l'homéostasie d'un système pathologique. Dans ce cas, la plupart du temps, les enfants cessent de pouvoir être suivis, parfois brusquement, parfois avec un motif de réalité évoqué. On comprend cependant de manière sous-jacente que ce qui est interrogé lors des consultations met en péril un système familial établi. Celui-ci est souvent gouverné par le fonctionnement confusionné reconfusionnant prévalent, qui est celui d'un membre de la famille malade, autour duquel s'organise un équilibre pathologique. Dans ce cas, une thérapie familiale peut être appropriée. Je me tournerai maintenant vers un autre exemple clinique. Cela se passe en centre médico-psychologique également. B nous a été adressé, je l'appellerai B, B nous a été adressé en traitement au psychodrame psychanalytique individuel. Elle présente des troubles d'allure psychotique ainsi qu'un mutisme extrafamilial. Nous la verrons une fois par semaine durant plusieurs années. Le psychodrame est une méthode de traitement dont le but est de rendre possible la levée de blocages à la construction du soi. Il concerne les patients particulièrement difficiles à traiter. Le cadre de travail est composé d'un meneur de jeu et de cothérapeutes.
Les scènes jouées sont celles qu'amène le patient. L'écothérapeute sont choisis librement par ce dernier pour improviser la scène qu'il souhaite voir jouer. Spatialement, la partie de la salle où le patient est reçu et où la scène va se dérouler est distincte de la partie où sont assis l'écothérapeute. Chronologiquement, le meneur de jeu introduit le patient dans la salle, conduit avec lui le choix de la scène. Lorsque le patient a choisi une scène et le nombre de personnages, il doit décider qui va jouer quel rôle. L'écothérapeute désigné se lève et rejoignent la partie où se trouve le patient. Le meneur de jeu, quant à lui, rejoint l'écothérapeute non choisi et suit le déroulé de l'improvisation. Il reste en vue du patient. Le meneur de jeu peut interrompre la scène pour en susciter une autre durant une même séance. Il peut aussi envoyer un autre cothérapeute, de fait non choisi par le patient, à qui il confie un rôle pour soutenir l'incarnation d'un personnage, orienter la scène dans une direction, donner vie à un personnage qui est évoqué dans la scène, par exemple. Il est dans tous les cas garant du déroulement de la séance dans son cadre établi. À la fin de chaque scène et à la fin de chaque séance, les cothérapeutes rejoignent la zone hors jeu et le meneur de jeu rejoint le patient dans la zone de jeu. À ces règles spatiales et de déroulé temporel s'en ajoutent d'autres, fondatrices de la différenciation, des règles délimitantes. Citons ici l'interdiction ferme du toucher, qui en cas de manquement conduit à l'interruption de la scène par le meneur de jeu. Cette interdiction, qui impose la non-décharge tout en maintenant l'engagement corporel dynamique, a pour visée de conduire au relancement la psychisation de l'acte lorsque cela devient ou redevient possible. Citons également la distinction stricte entre la fonction du meneur de jeu et celle d'écothérapeute tout au long du traitement d'un même patient. Par cette règle, le meneur de jeu demeure le garant indéfectible de la différenciation entre la vie imaginative que l'on va incarner pour de vrai, dans le jeu, mais sans se toucher, et la réalité. Le psychodrame est une technique qui s'appuie sur le jeu, exige de chacun l'improvisation, mais aussi la limitation et l'incarnation. On se déplace, on joue debout ou plutôt sans siège. Ce jeu debout impose une mobilisation corporelle dans l'improvisation et même si la parole est présente, elle est de fait conjointe à la dynamique somatopsychique sollicitée. Il s'agit d'une technique de traitement empreinte du psychodrame de Moreno, qui a été inventée après-guerre par les psychanalystes René Diatkine, Evelyne Kestenberg, Serge Lebovici pour le psychodrame individuel, pour traiter les pathologies les plus graves, inaccessibles au traitement analytique habituel. J'y ai moi-même été formée dans le psychodrame rue du Père Corentin, avec l'équipe qui a travaillé 30 ans avec Michel Soulier. J'y suis restée 10 ans. Et puis après, j'en ai monté un dans le service dans lequel je travaille. B nous arrivait donc sans diagnostic précis. Son jeu était pauvre. Il pouvait y avoir des personnages choisis, mais ce qui est déjà important car certains patients n'y parviennent pas seuls, mais les interactions suggérées dans le jeu par l'écothérapeute restaient vaines. C'était un jeu de massacre stérile, répété interminablement au début de chaque séance. L'écothérapeute se sentait réduit à être agi. De mon côté, je me demandais, en tant que meneur de jeu, comment sortir cette patiente de l'impasse d'une répétition sans fin et sans vie. Le but n'étant pas que ce type de dérive de jeu s'installe, j'interrompais fréquemment les séances pour en relancer la direction, mais la circularité du processus reprenait. Ce qui était attaqué était l'évolution du jeu, l'engagement vers l'inconnu.
Un jour, tandis que le jeu de massacre reprenait, j'ai envoyé une cothérapeute qui, du reste, m'écoute, là, donc pourra peut-être intervenir, au cours du jeu, jouer le double. La collègue concernée, Catherine Beretti-Dréau, a joué en miroir, geste pour geste, expression pour expression, le massacreur, ce dans quoi la patiente était enfermée. Cela a imposé un déroulé de scène qui passait via le corps sans parole, d'un geste massacreur sans fin à un geste qui devait se reconnaître en lui-même comme geste propre. Cela a totalement désarçonné la patiente, qui a présenté d'abord une expression faciale d'incompréhension, comme sidérée, interloquée, avant de manifester clairement de l'énervement devant probablement l'impuissance à faire fonctionner un scénario qu'on avait stoppé. C'était comme si quelqu'un avait ôté les piles d'un jeu de marionnettes, se répétant à l'identique sans fin. Le processus d'annulation de geste, qu'était son geste massacreur, était contrecarré par la nécessité de supporter ce que déclenche le fait d'être imité. La répétition gestuelle destructrice de gestes apportés par autrui, que la patiente répétait à son insu, entrait en conflit avec l'émergence d'un questionnement identitaire possible déclenché par le double. J'ai interrompu la scène rapidement, mais à la suite de cet événement dans le jeu, la situation a vite évolué. Le jeu massacreur n'a plus eu cours, la patiente était sortie d'une spirale gestuelle sans fin. Peu à peu, cette préadolescente a pu diversifier ses suggestions de jeu, s'appuyer sur ce qui lui était proposé dans les scènes et sur sa propre capacité imaginative pour improviser. Elle faisait des progrès importants en termes de possibilités identificatoires. Elle pouvait s'identifier à des personnages qui n'étaient plus tout-puissants, acceptait de rejouer une scène en endossant un autre rôle que celui qu'elle avait initialement choisi, et sa situation scolaire se portait de mieux en mieux. Nous pensions pouvoir l'aider à cheminer jusqu'à l'âge adulte, comme cela avait pu l'être pour d'autres patients psychotiques. Mais dans la réalité familiale de cette jeune préadolescente, se sont joués des événements importants sur lesquels nous allons nous attarder. Dans cette période de différenciation rendue possible dans le jeu pour B, une sœur d'accueil a pu dénoncer sur elle-même et auprès d'un membre de l'équipe éducative de son établissement scolaire, donc en extra-familial, des comportements inappropriés de la part d'un des parents d'accueil. Les mesures de protection et d'enquête ont été prises par les services de police et de l'aide sociale à l'enfance. Nous pouvons penser que l'expérience incarnée de la différenciation rendue possible par le cadre du psychodrame a permis un dégagement identificatoire, non seulement au sein du psychodrame, mais aussi en intrafamilial, que ce dégagement identificatoire propre a eu des répercussions sur un équilibre établi pathogène au sein duquel circulait l'inacceptable. Cela a probablement permis à cette sœur de parler en extrafamilial. La parole pouvait laisser une trace. Ainsi, le double mimé, dans le jeu au psychodrame, déclenche l'expérience de la similitude. Être semblable, c'est ne pas être confondu. C'est, avant d'être pareil, être soi. En lançant le double, j'ai imposé la différenciation. Cette distinction a pu prendre forme probablement du fait de la fiabilité du cadre psychodramatique intériorisé au fil des séances. Elle a permis une reprise de développement chez cette préadolescente grâce à la fiabilité du cadre non confondant établi pour ce faire, le cadre psychodramatique. Il est à noter que cela a eu lieu dans un contexte familial social qui ne
qui ne présentait aucune faille extérieure. Après coup, nous avons pu penser que la place de B, valorisée dans cette famille, représentait un pôle stable, tandis qu'un autre enfant occupait un pôle tout aussi stable, mais dévalorisé. Ces identifications groupales extrêmes révèlent l'impossibilité que soit portée de la part des adultes garants du cadre, ici du cadre familial, la modulation des sentis intragroupaux, fondateurs de l'organisation de l'accès à l'ambivalence. La résultante architecturale groupale de ce type a une fonction stabilisatrice vis-à-vis des processus désorganisateurs mortifères que représente le système paradoxal. Ce sont des constructions de contenance pathologiques gigognes dans lesquelles ceux qui sont assignés sont maintenus désubjectivés. Dans la réalité de B, sa vie a été changée du jour au lendemain. Mise en urgence hors de danger par les services de l'aide sociale à l'enfance, le temps de l'enquête, elle a dû quitter la région. De ce fait, le suivi psychodramatique n'a pu être poursuivi. Nous lui avons fait parvenir un courrier pour qu'elle dispose personnellement des coordonnées du CMP, afin de maintenir la possibilité de lien et surtout pour inscrire une trace de cette rupture dans la réalité partagée du psychodrame, même à distance. Plus tard, nous avons appris que le suivi dans un autre centre de consultation avait pu être repris pour cette adolescente dans la nouvelle région de vie dans laquelle elle résidait. Nous sommes ici face à des situations ordinaires rencontrées dans la clinique groupale familiale à laquelle nous sommes confrontés dans les centres médico-psychologiques en pédopsychiatrie. Nous sommes ici face à la groupalité de vie de personnes qui nous sont amenées par leur famille, la groupalité où s'expérimentent dans le quotidien les évidences naturelles du milieu. Notons que plus l'enfant est petit, plus l'architecture spatio-temporelle de son milieu de vie a d'incidence dans l'organisation de son être-soi. Dans le premier cas, l'incohérence dans l'organisation spatiale du jardin est le reflet de la détérioration de ce qui tombe sous le sens. Cela révèle ça va de soi, une évidence naturelle de compréhension qui fait défaut de la part de l'environnement familial. Cela crée du dommage dans l'organisation du sens chez l'enfant. Dans le second cas, le caractère inconditionnel du jeu de massacre, sans aucune possibilité associative de pensée, montre la contrainte à rester enfermé sur une situation sans fin. B enfermait les cothérapeutes dans un unisson irréversible, pour paraphraser Paul-Claude Racamier qui a décrit tous ces phénomènes, dont elle faisait elle-même l'objet, une relation narcissique négative interminable, caractéristique des effets des fonctionnements paradoxaux. La paradoxalité a été mise en lumière par l'école de Palo Alto dans les années 50. Ses travaux portant sur la communication ont montré le concept d'homéostasie familiale dans les systèmes pathologiques. Il a été constaté que lorsque l'état d'un patient s'améliorait, cela pouvait avoir des répercussions déstructurantes sur le système familial qui se tenait en homéostasie jusqu'alors. On y a également identifié la communication paradoxale. Celle-ci renvoie l'une à l'autre deux propositions ou injonctions inconciliables et cependant, et j'insiste, non opposables. On ne peut pas opposer. Souvent, on confond. Or, c'est non opposable. Un exemple en est, je vous ordonne d'être spontané, qui enjoint et d'obéir et d'être spontané, ce qui n'est pas possible. Cet exemple est cité par Didier Anzieux dans le vocabulaire de psychanalyse groupale et familiale. À la suite de Paul-Claude Racamier et Didier Anzieux, Jean-Pierre Caillot a montré que les familles et systèmes groupaux présentant une organisation pathologique, telle que psychose, psychopathie, somatose,
fonctionnait selon un mode paradoxal qui subvertissait les étapes fondatrices de l'accès à la fantasmatisation, elle-même nécessaire à la différenciation soit autrui. Ces fonctionnements groupaux paradoxaux sont au service du maintien d'un système homéostatique et au détriment de toute forme d'évolution. Tout ce qui peut faire trace au singulier, ce à partir de quoi s'organise la distinction, est attaqué. Celles et ceux pris dans les unissons réversibles de ces systèmes paradoxaux se retrouvent prisonniers d'une attaque destructrice de leur subjectivation et sont obligés d'exister dans l'unisson désubjectivant. Pour mieux faire comprendre à quel niveau d'existence les personnes prises dans ces systèmes sont contraintes d'exister, je dois passer par une explication simple du développement psychique de l'enfant dans la première année de vie, de la confusion originaire d'avec son environnement. L'enfant va faire l'expérience à la fin de la première année de vie de sa singularité. Il va devoir surmonter le fait que sa mère environnement, alors je reprends les termes de Winnicott, ce n'est pas la mère, mais la mère environnement, c'est la mère et tout l'environnement qui prodigue les soins. C'est la personne qui prodigue les soins prise dans son contexte environnemental. Donc, il va devoir surmonter le fait que cette personne n'est pas lui et n'est pas tout le temps là. Cette étape structurante permet l'ouverture à l'altérité, vers le désir de connaissance, mais nécessite qu'ait lieu une étape de développement qui concerne la perte de la toute-puissance. Et j'ai besoin de l'extérieur pour subvenir à mes besoins, s'apercevoir de ça. De la séparation temporelle. Cet extérieur n'est pas toujours présent et je le supporte. Ça, c'est une autre étape. Les premiers psychanalystes d'enfants ont montré comment s'organisait cette évolution et les étapes par lesquelles passait l'enfant. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je me tiens à la disposition de toute personne qui les voudrait. Le chemin qui mène de la fusion originaire à cette différenciation reconnue passe par des étapes qui nécessitent que puissent se stabiliser des points d'ancrage. Ces étapes sont gouvernées par la maturation neurosensorielle de l'enfant et la compréhension progressive par l'enfant de la place de l'environnement qui lui prodigue les soins qui s'ensuivent. D'abord, un sentiment d'entourance qui se construit dans une fusion relative. Puis, lorsque ce sentiment de fusion fait défaut de par la maturation de l'enfant, un sentiment de peau commune qui s'appuie sur la maturation sensorielle tactile. Puis, toujours du fait de ce que la maturation impose de compréhension nouvelle, une découverte des interactions correspondantes. Peu à peu, du fait des interactions, peuvent se distinguer deux pôles qui vont devenir stables parce que la maturation de l'enfant permet qu'il soit identifié. Soi et la personne qui prodigue les soins. Voici les deux pôles. Un commerce relationnel se construit et fait faire alors l'expérience au fur et à mesure de cette distinction claire de l'incomplétude, de l'insatisfaction et de la séparation surmontée. D'abord avec cette mère environnement et ensuite avec toutes les personnes rencontrées dans la vie. C'est la distinction stable d'un soi et d'un non-soi qui ouvre la voie à la possibilité que s'organise la conscience de l'origine. Représentation de l'origine à la base de ce qui construit la vie fantasmatique, une vie fantasmatique différente de l'acte et organisatrice de son imputabilité par l'expérience motrice proprioceptive. Ce que je envoie vient de je et va vers un autre, qui me renvoie quelque chose, venant de son je et qui m'est adressé. Nous avons tous les deux un sol, d'abord physique, puis intériorisé. Ces étapes sont franchies de manière progrediente du fait de la maturation de l'enfant et de la possibilité de réponse de l'environnement. Elles sont revisitées de manière régressive, par exemple, lorsqu'une étape de deuil est rendue difficile. Les fonctionnements groupaux et familiaux à dominante psychotique.
se déroulent à des niveaux existentiels qui entretiennent à leur insu le confusionnement dans leur dynamique, à défaut de pouvoir franchir des étapes de deuil groupal. Ce qui, normalement, est construit en considérant une origine, je et un destinataire autrui, fonctionne selon des modalités qui empêchent toute installation distinctive, organisatrice d'une différenciation stable, qui, seule, permet l'accès à la vie fantasmatique, elle-même différenciée de l'acte. Dans ces fonctionnements, à défaut de pouvoir avoir recours à l'activité fantasmatique, l'énergie pulsionnelle groupale, maintenue dans un état paradoxal de non-orientation, de non-direction, en mal de symbolisation, trouve refuge dans des portefaix investis à leur insu comme destinataires de charges non symbolisées. Les destinataires sont agis par ces fonctionnements, vivent l'épreuve d'une subjectivation désubjectivante et se joue en eux le processus paradoxal auquel ils sont soumis sans fin. La groupalité en psychiatrie. En psychiatrie et dans les systèmes groupaux contraints, se jouent en nombre les fonctionnements que l'on retrouve dans les familles et systèmes groupaux présentant une organisation pathologique, du fait de la conjonction entre la dimension groupale institutionnelle qui favorise la régression et la présence de personnes abîmées dans leur constitution de sujet. Via la régression déclenchée par les mécanismes groupaux, dans la groupalité induite, directe, patient soignant, ou indirecte, équipe de travail, lieu de vie, ce qui a conduit aux problématiques, via la régression déclenchée par les mécanismes groupaux, se rejoue dans la groupalité induite directe, patient soignant ou indirecte, équipe de travail, lieu de vie, ce qui a conduit aux problématiques psychopathologiques du patient. Plus le groupe est pensé dans sa dimension thérapeutique, plus les comportements qui vont s'y jouer vont pouvoir être travaillés, repris, transformés par la rêverie en séance, par exemple. Je cite le travail que Bion a développé, j'ai pas le temps d'en parler. Un groupe thérapeutique pensé comme tel met au travail ce qui se passe à l'intérieur et peut permettre de mettre en lumière le fonctionnement familial auquel un patient a été confronté, qui se rejoue par déplacement dans la groupalité. Cela concerne la groupalité thérapeutique. Si nous revenons aux situations cliniques sus-décrites, la sortie de l'enfermement sans fin pour B a lieu dans un groupe où ce fonctionnement sans fin a pu être intercepté et réorienté en direction de ce qui a permis une sortie d'agir sans fin et l'avènement d'une vie fantasmatique propre, ceci du fait du cadre de travail construit pour ce faire. Dans une groupalité qui, soit n'est pas construite pour contenir ce type de fonctionnement, soit est réunie à des fins qui ne sont pas thérapeutiques, la régression groupale crée une situation favorable à l'éclosion des processus paradoxaux lorsqu'ils sont sous-jacents. C'est ainsi que le climat est envahi d'évidences issues de la paradoxalité et fait coïncider sans conflit de l'opposé qui n'a pas été construit dans sa dimension distinctive. On reconnaît ici la situation du premier cas clinique, le fait que ne soit pas mis en sens le fait de mettre en présence prédateur et proie déclenche évidemment de l'inquiétude chez l'enfant. La résultante inconséquente, reconnue de l'extérieur, découle de l'incohérence de qualification des opposés, issus du système paradoxal. Ces opposés sont devenus au service d'une recherche groupale implicite de stabilisation d'un système sans fin, bien en amont de ce qui pourrait leur être attribué de sens. Le système maintenu instable sans fin empêche la qualification distinctive et préserve la groupalité de toute altérité. L'effet sur les destinataires n'a pas place pour être reconnu du fait d'un système n'ouvrant pas la voie à l'altérité autorisée. L'insensé se retrouve alors
soit objectivement lorsqu'on arrive de l'extérieur et que l'on parvient à identifier cela, soit dans la discordance du travail de classement de ressenti des destinataires qui se retrouvent agis à leur insu dans un système groupal sans fin pathogène et dans sa conséquence. Ces situations abordées dans un cadre qui présupposerait leur attribution à la psychiatrie peuvent se jouer dans toute organisation contrainte au sein de laquelle rôde de la paradoxalité. On reconnaît auprès d'adultes en situation professionnelle dite de burn-out la symptomatologie caractéristique des destinataires de ces fonctionnements paradoxaux. Il faut être attentif au risque de confusion entre la réception d'un propos subjectivé et celle d'un propos ou comportement prisonnier d'un unisson irréversible désubjectivant, ce qui est bien souvent confondu. Ces mécanismes destructeurs et dangereux ont des effets désastreux sur l'organisation somatopsychique des destinataires du fait de cette vibration à l'unisson paradoxale, décrite par Didier Anzieux, qui impose en permanence une subjectivation désubjectivante, détruit le rapport au sens de soi, et conduit à une recherche du sens permanente. L'incarnation au psychodrame a permis une sortie de subjectivation désubjectivée, grâce notamment à l'engagement corporo-psychique de chacun de ses membres. En effet, la dimension somatopsychique est ici essentielle pour revisiter l'ancrage de la trace à sa source. Eva m'a demandé ce qui m'avait conduit à m'intéresser à la phénoménologie, alors je vais vous l'expliquer. Une première voie est celle des enseignements de Geneviève Hague, pédopsychiatre psychanalyste, dont j'ai suivi les enseignements durant une dizaine d'années à l'Institut Claparède, dans un séminaire qu'elle co-dirigeait avec Hélène Suarez-Labatte. Geneviève Hague, dont la précision descriptive des étapes de développement des enfants autistes, ainsi que le niveau de contact existentiel avec eux, reste dans la mémoire de tous ceux qui ont reçu ces enseignements. Elle nous a appris à rejoindre les enfants là où ils en étaient et à les accompagner, ainsi que leurs familles, au fil des petits progrès qui se présentaient ensemble. Elle m'a conduit à découvrir Henri Maldinet, puis différents psychiatres et neuropsychiatres phénoménologues, parmi lesquels Erwin Strauss, Blankenburg et Kimmo Rabin. L'approche descriptive des uns et des autres m'a considérablement aidé à valider la mienne. C'est la période où l'expérience de psychothérapie mère-enfant m'avait amené à suivre le fil existentiel des enfants qui étaient en reprise de développement, palier après palier, avec des expériences d'imitation spontanée en séance, suscitées par les résultats des travaux de recherche sur l'imitation de Jacqueline Nadel, qui est psychologue directeur de recherche CNRS honoraire, dont nous avait parlé Geneviève Hague, et dont l'étude avait montré que le fait d'être imité spontanément chez l'enfant autiste déclenchait une nébulisation d'ocytocine et un partage émotionnel, ce que la réalité des séances m'a toujours confirmé. Ce niveau existentiel de réceptivité et de renvoi, partagé en séance dans le cadre des psychothérapies, donc dans un cadre thérapeutique donné, a aussi été un niveau de perméabilité au processus désorganisateur d'une institution en pleine mutation. L'expérience de l'exister au bord de la désubjectivation, voire de la subjectivité induite, peut faire approcher dans la réalité clinique vécue ce que souligne Blankenburg lorsqu'il décrit dans La perte de l'évidence naturelle la différence considérable entre le chemin existentiel de mise entre parenthèses de ce qui est évident du côté du psychiatre dans ce cas, qui est à l'opposé du chemin du toujours déjà pouvoir qui fait défaut chez le patient schizophrène dans le cas de Blankenburg. Par ailleurs, la lecture de Kimmo Rabin, des ouvrages de Kimmo Rabin, m'a permis
d'y trouver une prise en considération de la dimension coextensive, soit environnement. Cette dernière n'est pas commune à notre culture occidentale, kimurabine et japonais, mais correspond parfaitement au niveau auquel nous sommes convoqués dans les pathologies désorganisatrices de la différenciation soit autre, en présence de l'autre, lorsque l'indifférenciation soit environnement redevient l'alphabet de base. Le cheminement phénoménologique en situation clinique permet de constater que, outre une posture de présence attentive au phénomène tel qu'il se présente, auquel il correspond, nous pouvons aussi en retirer au plan psychodynamique une correspondance entre cette posture, qui est au service de l'inscription en soi, et le mécanisme d'effacement de la trace que l'on retrouve dans les systèmes chaotiques. Il sert d'arrière-plan identificatoire pour ceux qui surgit, autant que de quête tiercéisante du fait de la mobilisation sans fin du travail de figurabilité resubjectivant imposé par ces systèmes. D'une manière plus générale, le chemin esthétique qui lui correspond souvent le fait se situer dans une quête d'inscription sensorielle de la violence des processus en jeu à traiter en soi. Il est à la jonction d'un horizon physique spatial et d'un autre pour se sentir soi-même. Il représente, et c'est un point vraiment, ça sera ma dernière phrase, c'est un point très important, il représente la lutte traçante qui garantit une inscription proprioceptive lorsque les climats existentiels, intrapsychiques, interpsychiques, transpsychiques imposent le règne de l'effacement de la trace, avec comme corollaire le risque de l'avènement de l'horizon mortifère pour exister soi-même. Je vous remercie. Merci pour cette intervention riche, pointue. On sent l'expérience chez toi, Isabelle. Alors, on va peut-être donner la parole à la salle ou aux personnes assez nombreuses en visio. Si vous avez des questions en visio, tu les reçois, Pauline? Ouais, d'accord. Donc n'hésitez pas, hein, on reçoit vos questions, il suffit de les écrire et puis on les lira à la salle. Voilà. On les lit au fur et à mesure. Oui. Voilà, j'arrive à suivre. Oui, Voilà. Tu peux les lire? D'accord. Enfin, je peux les lire. Oui, voilà, on les a peut là. les suivre, ouais, donc c'est bien, voilà. on peut les suivre. Voilà, mais on va déjà, déjà en voir, présence de tout le monde. Déjà voir avec voilà. Si vous voulez, les personnes en présentiel. Alors, Jean-Jacques. Préciser pour le premier cas clinique, oui. En quoi il s'agissait d'un système confusionnant, confusionné, parce que ce que tu as dit des animaux, dans le japonais, en quoi ça peut constituer justement un système pathogène ou pré-pathogène. Ça, si tu peux le préciser. Alors la question c'est dans le premier cas, comment faut-il entendre le rapport confusionnant-confusionné? C'est ça, hein, la question. Voilà, oui. Je vais répondre à la question donc de Jean-Jacques Alrizi concernant le premier cas. Ce dont le premier cas témoigne, c'est d'une organisation architecturale de bon sens, familiale, qui n'est pas de bon sens, qui est donc une organisation architecturale faussée, par les processus paradoxaux psychiques des adultes en responsabilité de la famille, pour organiser un système où les opposés qui représentent potentiellement du danger les uns par rapport aux autres, sont établis par les adultes responsables sans séparation suffisante. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la tête des personnes qui ont construit le jardin, ça ne fait pas sens. Voilà. On retrouve ça à bien des niveaux. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que je dois la repréciser?
Je dois la repréciser. Bon, alors, c'est pas grave. Peut-être que ça correspond à un point que j'ai mal détaillé. Dans le développement psychique de l'enfant, quand on passe du confusionnement à la possible différenciation, à un moment, j'ai précisé que du fait de la maturation de l'enfant, des pôles distincts étaient reconnus comme tels. Ces pôles distincts, que sont en gros la mère et l'enfant, pour le dire clair, sont le support ensuite de pôles distincts de beaucoup de choses dans la vie et de ce qui va construire le soi, le non-soi, les opposés aussi dans la vie. Quand cette distinction n'a pas lieu de manière stable, quand le confusionnement peut avoir lieu, il faut être reconvoqué. L'organisation architecturale des évidences naturelles au quotidien traduit ça. Voilà, et c'est ça que je donnais comme exemple. Il y en aurait des tas d'autres qui pourraient être donnés. Donc ce n'est pas directement le... C'est la présence, en quelque sorte, de prédateurs et de proies qui n'est pas, comment dire, alors qui n'est pas reconnu comme tel. Oui, c'est ça. C'est la reconnaissance de prédateurs et de proies qui n'est pas reconnue comme telle par les adultes. Et en l'occurrence, au décours du suivi de l'enfant, on a compris qu'évidemment les terreurs que ça a déclenché chez l'enfant pouvaient être en lien avec ça. Enfin, les terreurs que vivait l'enfant pouvaient être en lien avec ça. Et c'est le fait que ça n'ait pas été mis en sens, que l'adulte ne perçoive pas la dangerosité potentielle, voilà, scénarisée. Voilà, c'est ça. C'est finalement la scénarisation. Je ne suis pas allée jusque-là, mais tu me permets d'aller jusque-là. C'est la scénarisation intrafamiliale de la prédation. Mais je ne suis pas allée jusque-là. Mais bon, ce qui est quelque chose à effet extrêmement pervers. Mais bon, ça c'est un autre point. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, pourquoi? Moi, j'ai pas bien compris comment pourquoi. Il y a une question là? On peut reformuler la question. Donc, la question était où voit-on le confusionné dans le premier cas? Et ma réponse était que ce qu'on voit, ça n'est pas tant le confusionné que la trajectoire de construction architecturale spatiale des adultes dans un lieu donné. Voilà, qui découle de la paradoxalité. Voilà. Non, mais du coup, je réponds aussi pour la personne qui a posé la question. Tu ne veux pas nous dire quels animaux c'est, qui sont les proies, qui sont les prédateurs en vrai? Votre histoire, qui c'était? Des lapins. Quel type d'animaux? Alors, très concrètement, je ne m'en souviens plus. Ça date il y a déjà un petit moment, et très concrètement, je ne m'en souviens plus. C'est des poules et des renards? Non, des animaux des tortues, pas très fréquents, qu'on ne trouve pas très fréquemment dans un jardin. Voilà. Et qui ont été amenés délibérément pour ça. C'est quoi, des autruches? Des lapins? Des lapins? Je ne peux pas donner la réalité de la consultation pour la raison que je viens d'évoquer. Voilà. Ça me gêne. Je voudrais savoir. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à ça. Je comprends la question, mais je ne peux pas y répondre. Voilà. Bon, à rechercher dans les archives. Je pourrais retrouver dans les dossiers, voilà, éventuellement. Comme nous nous connaissons, je pourrais donner la réponse, mais il n'y a pas une question là. Vous avez utilisé le terme de je et de soi, mais pas de moi. L'objectif, c'est une prise en compte du conscient. Peut-être tu peux lire la question. Alors, oui, je lis. Vous avez utilisé les termes de je et de soi, mais pas de moi. L'objectif est-il une prise de conscience de soi dans une perspective de Dasein-Analyse? Est-ce à dire que nous sommes sur une fixité qui ne permet pas d'accéder à un abject, comme dans la perspective de Pierre Aulagnier et la potentialité psychotique? Objet A, ouais. Comment je répondrai à ça?
Oui, je n'ai pas parlé du moi parce qu'effectivement, ça ne concerne pas le moi. Ça concerne le soi, ça concerne le self. Voilà, ça concerne la construction de la distinction entre soi et les autres. Le moi, ça, dans la métapsychologie à laquelle je me réfère, ça correspond à une partie différenciée des instances psychiques. Voilà. Voilà ma réponse. Là. Plus à l'aise. Pardon, Merci. Pourquoi tu insistais pour le... Tu disais, c'est... donc, on a une communication paradoxale, et cependant, donc deux propositions, injonctions inconciliables, et cependant non opposables. Oui. Qu'est-ce que tu entends par non opposable? Non opposable, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas les opposer. À partir du moment où on peut opposer quelque chose, ça construit de la stabilité. Non, mais dans le paradoxe, on a bien deux positions qui sont opposées. Non, pas qui s'opposent, non, justement. C'est ça qui empêche l'accès au fantasme. C'est la non-opposabilité, parce que l'opposabilité permet déjà d'introduire une distinction. Mmh. La non-opposabilité crée une figurabilité instable. Ça touche à des niveaux qu'on retrouve oui, ben dans mais quand on dit choix spontané, ou je t'ordonne d'être spontané, on a bien une opposabilité des deux. Non? Qu'est-ce que tu entends en disant non opposable? Non opposable, ça veut dire que la personne qui reçoit l'injonction ne peut pas, au plan psychique, la recevoir en distinguant deux propositions. Ah oui, parce qu'elles sont liées dans le même, voilà. Dans le même truc. Voilà. D'accord, oui, ok. Oui, elles sont effectivement liées, c'est une impasse. Et en fait, et donc, en fait, le traitement consiste à réitérer, en fait, ce paradoxe. Alors ça, ce que tu abordais, c'est ce qu'il se passe pour les thérapies systémiques. Oui, voilà. Ça. Oui, ce sont les systémiciens qui travaillent comme ça. Oui, oui. Voilà, c'est une approche. Il y a plusieurs approches. Voilà. C'en est une. Voilà. D'accord. C'est pas la seule. C'est ça que tu veux dire. Ah non, ça n'est pas la seule. Alors, est-ce que on arrive souvent à arrêter les jeux sans fin, les jeux JEX sans fin, justement, que sont les cercles vicieux? Est-ce que par est-ce que toi, là où t'es, vous pratiquez justement ce que Václavic explique, en fait? Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est Alors, en tant que telle, l'école de Palo Alto, sur mon lieu de travail, n'a pas particulièrement pignon sur rue officiel. Mais par contre, chacun est libre de par la formation qu'il a reçue, d'utiliser cet outil, cet outil dans sa pratique clinique. C'était ça ta question? Oui, enfin, je veux dire, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous avez une efficacité pour arrêter les cercles vicieux? Concrètement, les jeux sans fin, justement, en ce qui me concerne, au plan institutionnel, au vu d'un certain nombre de choses que j'ai pu comprendre avec, je fais un dur labeur, effectivement, j'emploie des manières de me comporter qui utilisent ce type de mécanisme, oui, effectivement, pour faire front à des mécanismes sans fin, destructeurs, mais qui ne sont pas logés forcément là où on l'imagine. Voilà. Mais le psychodrame découle bien de ça. Oui, mais là, c'est pour des patients. Donc, les patients viennent, c'est clairement identifié. Ce dont je parle, c'est ce qui circule, justement. C'est ce qui circule dans des cadres qui ne sont pas délibérément considérés comme des lieux de soins. Mais qui en font quand même partie. Qui circulent un peu partout, quoi. Et qu'on peut retrouver dans le monde du travail, qu'on peut retrouver à différents niveaux. Absolument. Et Bion, alors, pourquoi tu faisais une référence? Tu disais que tu n'avais pas de temps. Qu'est-ce que tu aurais voulu expliquer de Bion, alors? Bion, il a travaillé son expérience à partir, si mes souvenirs sont bons, de son expérience militaire
en début de carrière où il a fait des groupes. Voilà, et il a découvert des choses importantes concernant les mécanismes groupaux, mais il n'y a pas que Bion. Enfin, il faut citer d'abord Mélanie Klein. Voilà, il y en a des tas d'autres. Bion a permis de montrer quel comportement on pouvait avoir dans les fonctionnements groupaux pour permettre l'advenue, comment je le présenterai ici, d'une altérité du tiers, enfin, de quelque chose qui... Comment est-ce que je pourrais dire, du tiers qui permette de penser. Voilà. Que la pensée puisse advenir. Hein? Tu es d'accord avec ce que je dis? Quelque chose de... Non, mais comment résumer? Parce que là, ici, il y a quand même un certain nombre de philosophes. Il y a des gens qui ne sont pas familiers de la psychanalyse des psychoses. Donc, il faut employer des mots qui puissent parler. Donc, c'est pour ça que je m'adresse aussi à toi qui peux m'aider. Vous pouvez écrire votre question. Alors. Ah oui, pardon. Oui. Bien. Sinon, Comment? Je ne sais pas si j'ai... On peut quoi? On peut les... Allez-y, on va vous entendre. Ah oui, c'est bien ça. Vous pouvez parler, on vous entend aussi. Oui, bonsoir. N'hésitez pas, bonsoir. Du coup, donc ma question, c'est donc en gros, si je comprends tout, un enfant évoluant dans un environnement avec, on va dire, un contexte de vie défaillant, non assumé, va se développer, enfin, peut développer des terreurs de nuit, va se développer dans une forme d'instabilité. Et est-ce que quand tout ça à l'âge adulte est compris, par exemple, est-ce que ça peut amener chez lui de l'insensé dans les émotions, par exemple, des réactions ultra violentes? Merci pour votre question qui est très... Mais vraiment, oui, merci. Oui, merci. Alors, effectivement, c'est en repérant le défaut de qualification émotionnelle qu'on peut retrouver des éléments qui concernent l'histoire de vie passée. Effectivement, j'ai des cas sous la main là actuellement, mais dont je ne peux pas parler au micro, mais et ça, les gens sont rassérénés lorsqu'ils arrivent à comprendre le mécanisme. Oui. Voilà. Oui, vous avez parfaitement raison. Oui. Vous avez compris. Oui. Oui. Très bien. C'est passionnant ce que vous nous racontez là. Bon, bah écoutez, merci. Si je peux être utile, hein, je suis là pour ça. Il y a une autre question dans le chat. Alors, on va la lire tout haut, comme ça la salle l'entend. Comment se poursuit chez l'adulte le travail initié au psychodrame chez l'enfant adolescent, comme dans le cas de B, pour qui la séance a suscité un levier d'évolution important? Alors, concrètement, la personne en question n'est pas encore adulte, donc je ne peux pas vous dire. Mais il faudrait questionner des gens qui ont une expérience de psychodrame dans leur enfance ou adolescence et qui puissent témoigner par eux-mêmes du déroulé de leur vie adulte. J'aurais envie de dire, mais là, je parle à leur place et je préférais que les gens parlent d'eux-mêmes. Ah oui, pardon. Je préférais que les gens parlent d'eux-mêmes. Ça permet d'avoir une expérience d'incarnation qui est extrêmement importante. D'incarnation, d'improvisation incarnée. Enfin, l'improvisation à l'incarnée, mais de conscience incarnée de l'improvisation. C'est-à-dire que ça protège vis-à-vis de ce qu'on appelle des fonctionnements clivés.
Ça protège des fonctionnements qui vont pouvoir faire de beaux discours, mais ne pas prendre leur source dans la dimension somato-psychique de l'être humain. Voilà. Voilà ce que j'en dirais. Alors, une autre question. Vous parliez d'étapes chez l'enfant, quelles sont-elles? Quelles étapes de développement? Ah, les étapes de développement, je les ai données tout à l'heure, mais je peux les redonner. Bon, les étapes de développement... Oui, ceux que tu as donnés à partir de Winnicott. Les étapes qui... Enfin, j'ai décrit ce qu'il se passait de manière très raccourcie durant la entre première année de la vie. La vie intra-utérine, la naissance, et puis la fin de la première année de vie. J'ai expliqué ça parce que la fin de la première année de vie correspond à une étape extrêmement importante où la nécessité de reconnaître l'environnement comme autre que soi s'impose du fait de la maturité de l'enfant. C'est pas son désir, ça s'impose parce qu'il a une vue qui s'est améliorée, l'ouïe, et puis enfin tout un tas d'éléments, et aussi un certain nombre de terminaisons nerveuses qui sont arrivées beaucoup plus à maturité. Les étapes concernant le passage de la confusion à cette étape de capacité à se vivre différencié ont été décrites de manière extrêmement détaillée par les psychanalystes d'enfants. Et effectivement, quand on travaille dans le champ de la psychose, en tant que psychanalyste, on s'appuie énormément sur l'expérience de la psychanalyse de l'enfant. Ça donne, parce que la psychose, les fonctionnements psychotiques qu'on retrouve, donc, dont on parlait dans ces systèmes groupaux paradoxaux, font revisiter les modalités relationnelles de certaines étapes intermédiaires du développement de l'enfant. Sauf qu'à la différence de ce qui se passe dans le développement ordinaire d'un enfant, dans une situation ordinairement normale, on va dire, eh bien ces systèmes maintiennent l'obligation de rester bloqué, je vous le dis avec des mots que j'espère simples, de rester bloqué dans un confusionnement ou en tout cas à un niveau de fonctionnement qui empêche une trace singulière d'exister. Voilà. Après, à titre individuel, je veux bien vous donner beaucoup d'explications, mais ça prendra du temps. Alors, d'accord. Est-ce que j'aurais peut-être un exemple de ça dans une configuration où les parents ne conçoivent comme possibilité d'héritier qu'un seul héritier? Vient un premier héritier, et puis vient un second, une seconde. Et là, est-ce qu'on n'a pas la constitution, justement, de quelque chose qui est une sorte de circularité sans fin? La vie de l'un, c'est la mort de l'autre, et ceci sans... Alors, je reformule la question pour les gens qui sont en visio. Donc, Jean-Jacques Alrivier repropose, oui, mais propose la question, on pose la question de l'héritier, de la destination d'un héritier dans une organisation familiale. Et donc, la question, c'est est-ce que, quand on désigne un héritier et qu'il s'en présente un autre... Oui, c'est-à-dire que le point de départ, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un héritier possible. Ah oui, quand il... Comme le droit d'aînesse. Oui, la question du droit d'aînesse. Qui est encore dans certaines régions en France. Voilà, que se passe-t-il quand naît un deuxième enfant dont la vie peut être que la mort de l'autre? D'accord. Est-ce que la naissance d'un deuxième enfant qui met en péril cet équilibre familial peut correspondre à un jeu sans fin? C'est fort possible, effectivement. On retrouve j'ai eu un cas au psychodrame il y a longtemps d'un système, ça concernait pas l'héritage, mais effectivement qui concernait ce mécanisme. Oui, effectivement, ça peut. Et ça se joue en psychodrame, ça, par exemple. Ça pourrait, oui. Ça se dévoile en fait au psychodrame, parce que ce qu'a dévoilé le psychodrame, je reprendrai les autres questions après, on a encore 2 minutes. Ah bon, on a encore du temps. Bon, d'accord. Alors, donc, ce que dévoile le psychodrame, pour faire suite à cette question, c'est que les mises en scène qui ont lieu doivent normalement, quand tout va bien, donner lieu à une possibilité de fantasmatisation en présence. Alors, pas tout de suite, parce qu'il faut être un peu à l'aise pour improviser, connaître les autres, etc. Mais une fois que la confiance dans le cadre est établie, si on est en bonne santé, on arrive à lancer quelque chose. Or, dans les systèmes qui mettent de la scène
mais ne mettent pas de pensée. On voit se jouer du sans fin, sans possibilité d'ajouter quelque chose. Alors quelque chose qui peut venir de la part d'un cothérapeute au début, c'est tout l'intérêt du psychodrame, et puis après venir de soi. Mais le système psychodramatique, avant d'être une organisation qui permet la sortie, c'est aussi le lieu où se révèle la pauvreté, la stérilité du jeu. Voilà, c'est un point. Alors, je continue. L'expérience avec des troubles en ce qui concerne l'effet miroir, si j'ai bien compris. Oui, et alors cette question-là, oui. Vous dites en repérant le défaut, on repère aussi les éléments pathogènes de la vie passée. Est-ce à dire qu'il s'agit alors de les nommer pour les patients? Ah, on peut lire la question. Alors, bon, je prends une question qui fait suite à la question de la qualification émotionnelle chez l'adulte. Et c'est vrai que cette question, elle va être importante. Dans les autres aussi, mais vous dites en repérant le défaut de qualification émotionnelle dans le cas d'un adulte, on repère aussi des éléments pathogènes de la vie passée. Est-ce à dire qu'il s'agit alors de les nommer pour le patient, de l'amener à les nommer? Ah, c'est plus compliqué que ça, parce que la reconnaissance, c'est pas seulement la nomination. La reconnaissance, alors là, ça concerne, pour ce qui concerne ma pratique, l'identification dans le transfert. Là, je vais parler de mots dont j'avais pas parlé jusqu'à présent, de ce qui est saisi par le thérapeute analyste et qui peut être mis en mots pour le patient et pour l'aider à comprendre ce qu'il se passe dans le transfert. Hein, ça concerne ce qu'on appelle le transfert narcissique. Hein, donc. Et c'est à partir de ça qu'une mise en mots déjà de ce qui se passe dans le transfert peut après permettre de s'interroger, et qui se répète hein, dans le transfert, de s'interroger quant à des éléments défaillants du passé. Et c'est pas en nommant les choses que ça résout le passé. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Disons que la possibilité de nommer est la résultante, mais ça n'est pas une méthode. Voilà, c'est la résultante d'un mécanisme un peu complexe qui a lieu dans le cadre du transfert en séance. Voilà. Alors, autre question. Pourriez-vous repréciser votre expérience avec les enfants avec des troubles du spectre autistique en ce qui concerne l'effet miroir, si j'ai bien compris? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'a montré Jacqueline Nadel, elle s'est intéressée à l'imitation, et pas simplement l'imitation pour apprendre, donc on connaît, hein, on imite, etc., mais aussi le fait d'imiter la personne. Qu'est-ce que ça fait d'être imité? Voilà. Alors, elle a écrit des tas de choses et publié des tas de choses dans ce domaine, mais pour ce qui concerne l'enfant autiste, elle a prouvé par l'expérience que la rencontre avec le fait d'être imité et d'être imité spontanément, c'est très important, l'imitation spontanée, pas une imitation programmée, d'être imité spontanément, déclenchait chez l'enfant, hein, il y a eu des études de fait pour ça, une sécrétion de l'hormone, enfin une nébulisation d'ocytocine, faisait comme si l'enfant avait baigné dans un climat maternel. L'ocytocine, c'est l'hormone maternelle, voilà, c'est ça. Et donc permet à l'enfant, je m'exprime mal, pardon, mais permettait à cet enfant autiste d'aller vers un partage émotionnel. Alors, pour ce qui me concerne, je vais vous le dire, je vais vous donner clairement des situations dans lesquelles ça a eu lieu. J'ai eu l'occasion d'avoir ce genre de partage en suivant le déroulé postural d'un enfant autiste. Donc, on n'est pas au niveau langagier. Cet enfant autiste avait mis, je travaillais dans un CMP qui était en étage, avait mis sa tête, j'étais au premier étage, sa tête sur la première marche d'escalier, donc la porte était ouverte, la mère était là, enfin en pédopsychiatrie, on est loin de son fauteuil, hein, on est par terre, voilà. Avait mis sa tête, la fontanelle en fait, là où est la fontanelle, sur la première marche d'escalier, descendante, partant du premier étage. Et j'ai fait la même chose que lui. Je me suis mise tête à l'envers, sur la première marche d'escalier, descendante, donc on a eu une possibilité de croisement de regard et un partage émotionnel, mais avec un niveau proprioceptif qui était finalement celui de la vie intra-utérine.
sous le regard de la mère, je précise. Hein. Donc voilà, ça a donné lieu à des choses extrêmement intéressantes après. Et on a pu revisiter cette expérience à plusieurs reprises. Après, dans le bureau quand même, on était revenu dans le bureau, on n'était plus dans le couloir. Mais des moments où effectivement, via cette tête mise à l'envers, enfin voilà, comme en position, comme est la position de l'enfant dans la vie intra-utérine, eh bien nos regards pouvaient se rencontrer et le déroulé de la séance franchissait des étapes auxquelles j'aurais jamais pu m'attendre précédemment. Voilà, donc c'est l'imitation spontanée. Voilà, c'est-à-dire que ça engage du côté du thérapeute son ancrage proprioceptif dans la spontanéité. Ça, c'est un point extrêmement important. D'accord? Donc, si cette étape de maturation n'est pas stable, elle provoque des comportements instables. Elle fragilise des étapes de développement. Hein, la question, c'était... D'accord, donc si cette étape de maturation n'est pas stable, elle provoque des comportements instables. Bon, l'autisme est quelque chose de suffisamment complexe pour ne pas réduire des petits progrès comme ceux que je décris à toute la prise en charge de l'enfant autisme. Hein, voilà, l'enfant autisme, ce sont des étapes, c'est extrêmement porteur, mais ça ne résume pas tout. En tout cas, ça aide à franchir des étapes de développement. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Bon, bah, merci. Alors, on va attendre. Peut-être vous pouvez parler, hein, on vous entend. Enfin, ceux qui ont un micro. Comme ça, on a la voix. Je me permets. Oui, allez-y. Je peux reposer une question? Oui. Oui, en fait, je suis auxiliaire puéricultrice en maternité et donc là, ma question, c'est on a parfois des mères qui arrivent chez nous en protection, donc battues et qui malheureusement, parce que bon, elles peuvent pas faire autrement, rentrent dans leur milieu insécure. Et donc en fait, ma question, c'est vraiment de cet enfant qui va sentir cette insécurité déjà in utero, qui ensuite va arriver dans cet espace totalement insécure, avec une mère aimante, mais pour le coup qui laisse son bébé évoluer dans une zone insécure. Comment on charge ça? Enfin, c'est. Alors là, on parle au présent. Effectivement. Donc la question, c'est comment on prend en charge, c'est ça? Comment on prend en charge ça? Il faut des moyens. Il faut aider la mère à se retrouver dans un environnement dans lequel elle n'est plus en danger. Est-ce que déjà c'est le cas, l'environnement concret? Ou est-ce qu'elle revient là où elle a vécu le danger? Ça, c'est un point. La première chose, avant toute chose, c'est ça, c'est de la mettre hors de danger dans la réalité. Et si du reste, là, j'avais pas particulièrement prévu d'en parler, mais le désastre, la situation désastreuse dans laquelle nous sommes, parce que je suis bien au courant du fait que les personnes qui auraient besoin d'être protégées ne peuvent plus l'être. Vous avez l'Institut contemporain de l'enfance que vient de fonder Bernard Goltz, qui se soucie très largement de ces éléments. Je vous encourage à prendre contact avec cet institut. Voilà. Alors, concrètement, une fois que la personne est hors de danger, il va y avoir tout un travail de reconsolidation pour elle-même qui va être effectué par des gens, par des professionnels, qui peuvent être des professionnels sociaux, ou des professionnels soignants, ou des personnes bienveillantes alentour qui peuvent tout à fait jouer ce rôle de bonne fée, si vous voulez. Hein, pour prendre les contes de fées, ils sont remplis de tout ça. Mais dans la réalité, elle doit d'abord être mise hors de danger. Ça, c'est un point. Donc, effectivement. Oui, pardon. Non. C'est surtout quand elle est dans le déni et puis le bébé va finir par évoluer dans ce système défaillant. Ah oui. Et il va devenir un dégât collatéral, en fait, de ce qui se passe chez lui. Alors, ce que vous interrogez là, c'est la question du travail des services de protection maternelle et infantile
qui ont pour vocation aussi de se soucier du dépistage de ces situations-là et de faire en sorte que la protection ait lieu en ayant parfois recours à un système judiciaire. Et voilà, avec les services de l'aide sociale à l'enfance. Les services de protection maternelle et infantile, dans un premier temps, peuvent vous aider. Je pense que s'il s'agit de déni, il faudra passer à un niveau judiciaire. C'est l'expérience. Bon, j'ai une expérience dans ce domaine qui me permet de vous dire ça, parce qu'effectivement, si la réalité de la situation n'est pas comprise, c'est vraiment une question de compréhension de la réalité de la situation. Ça rejoint le premier cas. Eh bien, les dangerosités potentielles que peuvent vivre l'enfant ne seront pas évaluables et évaluées dans le milieu de vie. Et donc là, l'État, normalement, protège ses enfants. Oui. Normalement. Oui. Normalement. S'il n'y a pas de déni, voilà. Non, pas s'il n'y a pas de déni, non. Oui. Étant donné qu'il y a du déni, oui. On passe par les services judiciaires pour que l'enfant soit protégé. C'est le déni, c'est le déni qui témoigne du fait qu'il n'y a pas de compréhension de la situation. Mais la personne ne le fait pas exprès, j'insiste. Voilà, c'est une résultante. Ok, merci. Écoutez, merci. Merci encore Isabelle. On peut te retrouver si tu nous as invités à te poser des questions. Oui, je vais t'en poser éventuellement si on en a d'autres. Merci à vous tous de nous avoir suivis et de nous être fidèles. On va donc lever la séance. La prochaine séance sera avec René Guiguerin. La date 21 mars sur Abbey Warburg. Voilà. Donc René Guiguerin est un historien, donc on ne reçoit pas que des philosophes. Aujourd'hui, on reçoit une psychologue clinicienne et la prochaine fois, un historien. Donc ça va changer un petit peu, des profils un peu différents. Voilà, en vous souhaitant une très bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci.